La santé craque, les soignants s'épuisent, les patients doutent et les gouvernements se succèdent sans jamais répondre à l'essentiel. Pourtant, la France n'a jamais eu autant de savoir, autant de talent, autant d'innovation. Alors le problème n'est pas technique, il est humain, il est politique, il est collectif. On ne manque pas d'idées, on manque de dialogue. Ce soir, on ouvre un nouvel espace, pas une émission de plus, les grands dialogues de la santé, un lieu pour dire la vérité, pour écouter vraiment, pour confronter sans humilier, pour chercher ensemble comment transformer. Et si nous le faisons ici, c'est parce que nous sommes les seuls à parler à la fois aux soignants, aux institutionnels et aux patients d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ici, on ne promet pas, on engage, on met face à face ceux qui vivent la santé et ceux qui ont le pouvoir d'en changer le cours. Parce que sans dialogue, la santé ne se réforme pas, elle se brise. Bonjour à toutes et à tous, place au dialogue de la santé, chapitre 1. Jean-Paul Ortiz, vous qui êtes un des invités permanents de cette émission avec Jean-François Bergmann, avez-vous un souhait justement avec ce que je viens de dire ? Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les acteurs, l'ensemble des acteurs, les patients, les professionnels de santé, toutes catégories, tous métiers confondus, dialoguent, proposent des solutions, co-construisent et fassent des propositions politiques. Parce que nous sommes trop dans nos statuts, dans nos silos, et on n'écoute pas, on ne dialogue pas avec les autres. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est dialoguer et co-construire. Vous êtes les deux piliers de cette émission, vous et Jean-François Bergmann. Vous êtes comme un peu responsable de la situation, non ? Parce que vous avez été aux manettes pendant des années, Jean-François Bergmann. Vous ne vous sentez pas responsable ? Oui, je veux bien être responsable, on est tous responsables, mais je ne fais que acquiescer sur ce que vient de dire Jean-Paul. Dialoguons, construisons et écoutons nos besoins, nos patients. Oui, parce que... Et puis j'aimerais juste rajouter quelque chose. Soyons heureux, ayons du plaissil à faire notre métier. Oui, parce que vous représentez en fin de compte deux types différents de médecine, hein. Médecine libérale, médecine hospitalière. Si, c'est quand même... oui, il faut les réconcilier aussi, c'est pas forcément... Elles ne sont pas brouillées. Alors en fait, c'est très curieux, parce que entre médecins, on s'entend bien, on dialogue, y compris sur le terrain, on construit des choses ensemble. Lorsqu'on arrive au niveau des structures, puis des représentations, on a beaucoup plus de mal. Et on aimerait un peu revivre, alors moi j'aime beaucoup cette image, mais on aimerait un peu revivre ce qu'on a connu pendant le Covid. C'est curieux de pouvoir faire cette référence-là. Sauf que pendant le Covid, tous les professionnels de santé, quel que soit le statut, quel que soit l'établissement où ils travaillaient, quel que soit le secteur, infirmier, pharmacien, médecin, généraliste, spécialiste, etc., tout le monde a retroussé les manches et on a pris en main l'organisation de la santé sur le terrain. Et finalement, alors qu'on était dans une situation où déjà il y avait une crise avant, le système a tenu. D'ailleurs, les Français nous ont applaudi. Alors, je ne voulais pas lui donner la parole tout de suite, mais on ne peut pas laisser passer dire pendant le Covid c'était mieux. On a le tout-puissant président de l'association des patients. Mais oui, mais vous représentez tous les patients dans cette émission. Gérard Raymond. Les usagers de la santé, c'est oui, encore pire. C'est ceux qui sont malades. Hein. Le législateur réfléchit de temps en temps, vous savez. Oui, mais alors le Covid, période bénie de la relation médecin-malade. Ça dépend de quel côté on se place, mais pour nous, ça a été quand même assez compliqué, effectivement. Notamment sur le dialogue, la démocratie en santé, comment on s'organise pour trouver des solutions collectives. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut qu'on se pose un peu et qu'on réfléchisse à l'avenir. Bon, les temps sont un peu plus tendus aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Le Covid nous a permis, il a été un véritable révélateur, des difficultés et de l'impréparation qu'on pouvait avoir et des difficultés de notre système. Ça a quand même totalement, on le voit aujourd'hui après 5 ans, ça a totalement transformé quand même les mentalités. Ça a été un accélérateur de la fracture, y compris de la vision dont chacun d'entre nous conçoit la relation avec l'autre. Je trouve qu'avec le temps qui passe, le Covid sera un véritable marqueur d'un basculement de la société, et particulièrement dans le système de santé. Vous êtes d'accord, je vous ai dit, cette émission, on a les hospitalo universitaires, on a les médecins libéraux, on a les patients,
et on a les pharmaciens. Gilles Bonnefond, un mot. Oui, écoutez, l'exemple du Covid est très intéressant parce qu'il a cassé les barrières. Il a cassé les barrières et on a vu que... Quelles barrières ? Les barrières entre professionnels de santé. Et a cassé également le poids de la réglementation. On a fait tout exploser pour être efficace, pour prendre en charge les patients dans des situations d'urgence avec un risque de décès des patients. Et donc ça a été un moment assez efficace, montrer qu'on était capable de s'organiser en faisant des propositions, en étant suivis par les pouvoirs publics. Mais ça, c'était un moment de crise. Ce qu'il faut, c'est tirer le positif de cette crise dans l'organisation des soins pour pouvoir le faire maintenant sur les nouveaux défis. Et les nouveaux défis, c'est le temps long. C'est le vieillissement, les pathologies chroniques, etc., où on doit retrouver une coordination entre professionnels, une meilleure organisation sur les territoires. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire ? On a l'impression d'un troupeau d'anciens combattants qui dit c'était mieux à un moment de la guerre. Attendez, il faut faire attention quand on dit le Covid fait arranger tout ça. Jean-François Bergmann, vous qui êtes souvent critique. Non, mais je pense que la période Covid a été extrêmement difficile, mais on a eu une inversion des pouvoirs. L'administration, en tout cas pour l'hôpital, s'est mise au service des soignants et a fourni ce qu'elle pouvait fournir, en tout cas a essayé de répondre aux besoins. Et malheureusement, dès que le Covid s'est arrêté, le retour à une administration qui dictait les principes de la médecine est revenu, et ça, c'est catastrophique. Mais pourquoi alors ? Pourquoi on n'a pas tiré les conclusions ? Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on s'est rendu compte pendant le Covid, tout d'un coup, les professionnels de santé avaient des patients, les collectivités locales, les maires, etc., dans les territoires, se sont organisés pour répondre à ce défi sanitaire gigantesque et une période extrêmement difficile pour tous. Et juste après, tout le monde a retrouvé son couloir et tout le monde a retrouvé son attitude antérieure. Et peut-être que la fracture dont parlait Gérard Raymond, elle est peut-être là, justement. On s'est rendu compte que finalement, on savait faire, on pouvait faire, mais qu'on retombait très vite parce qu'on est engoncé dans notre cadre à la fois réglementaire, législatif, nos métiers, quelque part, nos corporatismes, il faut le dire. Chacun en a pour son grade. On retombe là-dedans et à ce moment-là, tout se rigidifie et à nouveau, on se retrouve dans des situations conflictuelles entre nous. Alors, moi, j'ai voulu résumer mon concept de dialogue de la santé en 3 mots. Premier qui est comprendre, vous venez de commenter, il faut comprendre. Relier, ça vous paraît important qu'on relie tout le monde et il y a un hiatus entre... Relier, lier, lier, c'est pas pareil, relier, oui. Faut pas oublier que la médecine libérale n'existerait pas sans l'hôpital et l'hôpital n'existerait pas sans la médecine libérale, ni les patients, ni les pharmaciens. Donc on a tous besoin des uns des autres. C'est une banalité. Et dernier mot, merci pour la banalité, je vais en rajouter une troisième qui est transformer. Oui, moi je préfère parler de refonder le système. Je pense que ce que nous constatons aujourd'hui, après cette fracture du Covid, c'est que on n'a pas donné du sens à cette reconstruction, à cette refondation. Et chacun a repris effectivement ses prérogatives. Peut-être qu'à ce moment-là, on aurait dû se retrouver, fixer un cap, dire qu'effectivement, il nous fallait travailler à cette refondation du système, toujours en gardant certaines valeurs qui ont fondé quand même depuis 80 ans un système fondé sur la solidarité et la générosité intergénérationnelle, c'est important, et la qualité, mais on n'a pas eu cette volonté politique, me semble-t-il, de nous mettre autour de la table et de réfléchir d'une façon consensuelle pour trouver les bons chemins. Alors, on lance le débat, vous pouvez interagir les uns sur les autres, n'hésitez pas, Gérard Raymond, vous avez le droit de l'interrompre et de lui dire on n'est pas d'accord. Vous, Gilles Bonnefond, vous êtes en fin de compte au milieu du système, proche des professionnels, vous en êtes un, mais beaucoup plus proche du public que sont les médecins qui en voient beaucoup moins que vous. Acte 1, le système est à bout de souffle. Ça vous paraît être un bon diagnostic ou alors... Oui, on est sur des périodes tendues parce qu'il y a des grosses mutations. Il y a des besoins de santé qui n'arrêtent pas de croître, vieillissement, pathologie chronique. Et ensuite, on a des professionnels de santé qui changent leur façon de travailler.
ils veulent aussi avoir du temps pour eux, alors qu'avant, un médecin travaillait 50 heures, 60 heures par semaine. Aujourd'hui, pour tous les métiers, ce n'est plus vrai. Ça veut dire qu'on va avoir un temps professionnel de santé qui va être beaucoup plus difficile à gérer, alors que les besoins sont de plus en plus importants. Donc il faut redonner du sens, et pour mieux prendre en charge les patients, eh bien, il faut travailler autour de parcours de soins, ça veut dire coordination, partage d'informations, relation ville-hôpital, mais relation aussi avec l'équipe de soins qui est choisie par le patient pour être beaucoup plus efficace et que quand on consacre du temps à un patient, ce soit du temps utile parce qu'il en avait besoin. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la sollicitation du corps médical ou d'autres professionnels de santé se fasse au moment où le patient en a besoin. Voilà. Jean-Paul Ortiz, j'écoutais en ce moment la grève des médecins fait que beaucoup de médecins parlent et des médecins un peu des manifestations. J'ai écouté une jeune généraliste qui disait « les médecins n'y croient plus ». C'est vrai qu'il y a une perte c'est dramatique. à la fois perte de sens professionnel, mais aussi une perte de confiance dans l'ensemble du système de santé. Perte de confiance vis-à-vis des interlocuteurs. Quand on a 9 ministres de la Santé en 2 ans, c'est quand même compliqué de construire, de voir comment on peut réformer, de voir comment on peut avancer et de dealer avec un pouvoir politique. Je voulais juste signaler qu'on n'arrive pas à les inviter dans cette émission. C'est compliqué de les inviter. Ils arrivent, ils s'installent dans le bureau et ils replient leur Non, on va régler le compte. On va régler le compte tout de suite. On n'aura pas de 10e bientôt. C'est plus compliqué que ça en fait, c'est-à-dire qu'ils arrivent et à ce moment-là, ils privilégient les médias TF1 à 20h qui ne les invitent pratiquement jamais, mais pour eux, c'est les bons médias. Et nous, on a à ce moment-là des médias de deuxième recours ou de retraite. Alors donc, c'est pour ça que vous ne les voyez pas. Je vous vois, vous êtes chafouin depuis le début de l'émission. Pas du tout. Non, vous êtes d'accord avec tout ce qui se dit ? Je suis d'accord, en particulier sur le problème du temps. Notre problème à nous tous, c'est le temps. Alors, il y a des voies. L'IA va nous faire gagner du temps sur certaines de nos actions. Et puis, ce dont on rêve tous, c'est qu'on diminue la charge bureaucratique et administrative de nos missions pour qu'on ait plus de temps pour le patient. Enfin, c'est une évidence. Les 3 professionnels sont d'accord. Est-ce que vous avez cette perception-là, vous, les patients ? Oui, tout à fait. Je pense que la réponse aujourd'hui médicale ne correspond plus aux besoins populationnels. Et je pense que si l'on veut transformer notre système de santé, il faut commencer par le premier recours, sur le territoire. Oui. Quelle est la réponse à mes mots sur le territoire ? Si je dois attendre 3 jours, 4 jours, téléphoner à l'un, à l'autre, je vais aller aux urgences à l'hôpital. Voilà, point barre. Donc, nous devons consacrer notre réflexion et notre effort pour apporter une véritable offre répondant aux besoins de la population aujourd'hui. Et d'une façon collective, bien entendu. Certains qui me connaissent savent que je parle de l'équipe traitante sur le territoire avec une mission de santé publique, etc., etc. Au-delà d'une transformation structurelle, c'est aussi une transformation culturelle qu'il nous faut mener. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que pour former des professionnels de santé, particulièrement des médecins, il faut 10 ans. Si on leur inculque pendant 10 ans une formation initiale qui est ce qu'elle est, et que sur le terrain, ils se retrouvent confrontés à quelque chose de totalement différent, voilà ce qui arrive aujourd'hui, des tensions, des réactions, la perte de sens et des difficultés, effectivement, d'entamer un vrai dialogue. Mais Gérard, moi je trouve que ce que vous avez dit est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Moi, sur le terrain, il a dit beaucoup de choses intéressantes, je suis d'accord. Mais il dit, moi, sur le terrain, s'il faut que j'attende 3-4 jours pour répondre à mon besoin, je vais à l'hôpital. Et je continue à penser que la problématique de notre système de santé qui craque de toutes parts, elle vient de là. Comme il va à l'hôpital, il tombe sur Jean-François Bergmann. Il engorge les urgences. Jean-François Bergmann n'arrive pas à répondre à la demande de Gérard. Les services sont pleins et l'aval ne suit pas. Et l'hôpital dit, ouais, vous voyez, il aurait pu être pris en charge en ville. Ces médecins de ville ne jouent pas leur rôle. C'est ça. Alors, sortons de ces schémas et voyons comment ça s'est fait en Allemagne, au Danemark, en Catalogne. Voyons comment on peut répondre aux besoins du patient dans les territoires, au plus près, en proximité. Ça veut dire qu'il faut reposer et repenser notre système de santé, non pas sur l'hôpital,
mais tous ensemble, en mettant chacun à sa place. Jean-François D'où Berman. la nécessité d'un dialogue et d'une co-construction. Vous représentez, pour moi, la crème de l'hôpital, un chef de service de médecine interne à la Riboisière. On peut difficilement, quand on est jeune médecin, trouver plus fascinant que ce que vous faisiez. Vous partagez quelle opinion, vous, sur la situation de l'hôpital en ce moment par rapport à toute cette Je problématique? pense qu'on retombe toujours sur ces problèmes de priorisation, de choix politiques. Aujourd'hui, à la Riboisière, mais je crois partout en France, si vous avez un infarctus du myocarde, si vous avez un accident de la route avec un polytraumatisme, vous allez avoir des structures adaptées, remarquables. Vous allez être en moins d'1 heure sur une table de coronarographie ou dans un scanner corps entier pour un traumatisme. Et puis à côté de ça, les pathologies du cran du dessous, qui sont entre le quotidien du généraliste et la grande urgence d'une réa, eh bien là, on n'est pas bon. Parce qu'on a fait nos priorités de façon, disons, un peu spectaculaire, un peu bling-bling, et tout le monde en pâtit. Ça pâtit sur le temps qu'on dispose pour les autres choses, ça pâtit sur les coordinations. Si le 15 marchait bien, si les structures de ville marchaient bien, si l'hôpital et les urgences marchaient bien, on pourrait adresser le bon endroit au bon moment, le bon malade, et on donnerait du temps aux autres pour faire leur boulot. Et tout ça, c'est un problème d'organisation, de logistique. Gilles Bonnefond. Oui, ça veut dire qu'il faut dégager du temps médical. Parce que le temps médical est devenu rare aujourd'hui. On voit les délais pour accéder à un spécialiste ou un généraliste sont de plus en plus longs, voire impossibles dans certains territoires. Donc il faut dégager du temps. Pour dégager du temps, ça veut dire que ce qui peut être fait par d'autres doit être fait par d'autres. Il y a deux versants dans le dit. Il y a des actes médicaux faits par des infirmières ou des gens comme ça, et dégager du temps par rapport à la fonction administrative de tous ces gens-là. Oui. Il y a deux volets. Il y a ces deux volets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a une écharde, quand on a une piqûre de tique, etc., on a mis en place des choses avec les pharmaciens qui font hurler les infirmiers, qui font hurler les médecins. Non, on ne va pas aller se faire enlever une écharde aux urgences, si le pharmacien peut le faire et s'il est sécurisé. Donc, les infirmières peuvent faire des actes de renouvellement, de pansement, etc. Et ça dégage du temps. On en est tous persuadés, mais pourquoi c'est pas fait? Pour ça, parce que chacun... Parce que chacun est corporatiste. Parce que j'ai connu pendant des années Jean-Paul Ortiz, qui était absolument vent debout contre la vaccination chez le pharmacien. Ben voilà, mais c'était Vous une autre répondez à époque. quoi, ça? C'était le président de la CSMF. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Gilles Bonnefond, soyons réalistes. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je considère qu'effectivement, j'ai une parole libre maintenant, Jean-François, on est d'accord. Faire 10 à 12 ans d'études et se battre pour défendre la vaccination chez le médecin, c'est une aberration. Pourquoi on en est arrivé là lorsqu'on défend les intérêts des médecins, en particulier des médecins généralistes? Parce que vous ne pouvez pas demander à un médecin généraliste, lorsque vous payez son acte médical d'expertise au niveau auquel il est aujourd'hui en France, vous ne pouvez pas lui demander d'avoir une secrétaire, d'avoir une EPA, de déléguer facilement dans son cabinet, comme ça se fait en Allemagne ou dans d'autres pays étrangers, d'avoir des collaborateurs, d'être là pour sa notion d'expertise médicale, de travailler en délégation. Délégation, ça veut dire délégation-contrôle. Mais la délégation-contrôle, elle induit la confiance dans la prise en charge du patient. Vous ne pouvez pas demander ça aux médecins généralistes tant que vous restez à ces niveaux indigents de tarifs de consultation. Ça veut dire que le médecin, il préférerait, et tous mes confrères, quand j'en ai parlé avec eux, ils préféreraient faire 2500 consultations à 50 € plutôt que 5000 consultations à 25 €. Mais il faut leur donner les moyens de se structurer avec des cabinets médicaux. Et moi, j'ai plaidé ça à l'époque pour que les médecins se regroupent, s'organisent, deviennent de véritables chefs d'entreprise dans des cabinets médicaux avec des collaborateurs. En Allemagne, il y a 3,2 collaborateurs par médecin généraliste. En France, vous savez combien il y en a, Jean-François? 0,3. Ce que dit Jean-Paul est important. Ça veut dire qu'on est dans une impasse sur le mode de rémunération des médecins et qu'il faut réfléchir. Est-ce que le paiement uniquement à l'acte est légitime aujourd'hui? Est-ce que c'est
incitatif pour justement coordonner et avoir une équipe autour d'un patient qui est un patient complexe où on doit travailler ensemble. Donc il faut avoir une véritable réflexion parce que si on ne change pas le mode de rémunération, effectivement, on n'arrive pas à avancer. Mais le problème, c'est pas le mode de rémunération, c'est son niveau. Vous deux, vous êtes d'anciens grands syndicalistes, vous avez échoué alors, puisque ce système n'est pas en tout cas, pour la pharmacie, on a évolué. On a évolué sur notre mode de rémunération, puisqu'on était à la marge commerciale. On est sur des actes qui sont liés à l'acte de dispensation en fonction de la situation du patient ou du médicament. On a élargi les nouvelles missions, puisqu'on fait de la prévention, on vaccine, on dépiste, et on accompagne des patients qui sont complexes avec Vous des le faites vraiment ou c'est un Non, local, on le fait vraiment. Et puis je peux vous dire que la Sécu contrôle ce que l'on fait, je dirais, à la lettre. On a fait faire des économies par le développement des génériques et bientôt des biosimilaires. Voilà, on a été, je dirais, on a réfléchi notre évolution du métier en fonction de l'évolution des besoins des patients. C'est pour ça que vous n'êtes pas sur la rue, dans la rue, sauf sur des problèmes de rémunération de générique. Ah oui, quand même. C'est la rémunération. Il y a encore des soucis. Vous, c'est l'argent qui vous fait sortir. Là-dessus, je pense qu'il nous faut aussi concevoir le mode de financement et du système, parce qu'effectivement, la société a évolué. Et le mode de financement aussi des acteurs du système. Donc on peut regarder... On a commencé à évoluer, Gérard. Même si je suis tout à fait d'accord avec vous, j'ai lu vos tribunes, et comme vous, je suis assez prudent sur le mot forfait. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on travaille ensemble. Mais le professeur l'a très bien dit. On sait faire aujourd'hui, tout le monde nous envie, on sait faire du curatif d'expertise. On est les meilleurs du monde pour faire du curatif. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est de l'accompagnement des pathologies chroniques sur le territoire. Ça, on ne sait pas faire. Et je pense que dans notre idée d'équipe traitante sur un territoire, ayant des missions de santé publique, c'est pas simplement que de l'acte, c'est comment on accompagne les personnes atteintes d'une pathologie chronique, mais c'est pas que du soin, c'est de l'accompagnement, parfois même plutôt social que médical, de leur faire comprendre ce qu'est leur vie aujourd'hui avec une maladie relativement évolutive, comment ils peuvent bien vivre. Et ça, c'est pas simplement de la compétence du médecin. Comme vous dites, c'est une équipe. Vous dites le professeur l'a bien dit, mais le professeur aussi, il est quelque part chargé de mettre en place l'après. Parce que c'est eux qui ont été aux manettes pour faire toutes les... Mais eux, ils arrivent au 2e ou au 3e niveau. Non, à partir du moment où on définit, quand on est spécialiste d'une maladie, on peut définir aussi ce qu'on fait en cas de chronicité de la maladie, Jean-François. C'est trop d'honneur, mais... en synthèse mais je vous vois vous endormir, donc c'est pour ça que... Pas du tout. En synthèse de tout ça, ce qu'il faut pour améliorer la rémunération, améliorer la qualité des soins, il faut adapter ces systèmes et mieux rémunérer ce qu'on trouve sous-utilisé, prévention, éducation, peut-être moins rémunérer ce qui est le tiroir caisse et de certaines spécialités. Et la T2A, c'était fait pour ça. La tarification à l'activité, ça se devait d'être évolutif pour mieux payer ce qui était mal fait et moins bien payer ce qui était trop fait. Et on n'a pas été jusqu'au bout de cette logique. Et une espèce de T2A libérale, en disant hors de l'hôpital, serait possible pour orienter. Mais orienter veut dire inciter, veut dire avoir envie. Et pour ça, on retombe toujours sur le problème de la formation, de l'éducation, de la formation continue. Pourquoi est-ce qu'on est plus excité par la prise en charge d'un cancer que par la prise en charge d'une tristesse? C'est pas normal. Je pense que face à ça, il y a un problème d'éducation des plus jeunes, de tout le monde, de toutes les professions, pour leur dire allez vers là où les besoins sont maximum. Dans cette émission, on parle toujours de ces problèmes et on dit toujours il y a des solutions. Qui peut appliquer ces solutions-là? Qui est-ce qui peut changer ce système? Parce qu'on a vu la discussion sur le PLFSS qui était un espèce de bordel à la Chambre incroyable. On n'a rien vu qui sortait. J'imagine un patient qui regardait ça. Qu'est-ce qu'il a compris de cette discussion-là? Alors que là, c'est clair, vous dites exactement ce qu'il faut faire. Qui est-ce qui a le pouvoir de faire ça? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on est sur un problème d'organisation des soins. Et on rentre dans l'organisation des soins par un PLFSS, par quelque chose qui est budgétaire.
Et annuel. Et quand vous faites, quand vous mettez en place l'organisation des soins dans le PLFSS, vous faites retoquer par le Conseil constitutionnel ou par des articles 40, par les administrateurs de l'Assemblée ou du Sénat. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas une stratégie nationale de santé, et je parle de santé, je ne parle pas d'un PLFSS pluriannuel. Je veux dire, ça, c'est le gadget, on s'en fout. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir une stratégie nationale de santé? Est-ce qu'on est capable de faire bouger les codes de la santé publique pour dire, voilà comment on organise les soins, comment on fait la relation vie-hôpital? Tant qu'on abordera le système chaque année par le côté finance, ça nous coûte cher, on a un trou, on n'y arrivera pas. Enfin, tout le monde le dit. Qui c'est qui a le pouvoir de changer ça? Eh bien, il nous faut une lumière qui s'allume et qui sache nous convaincre de se mettre autour de la table, de réfléchir, comme dit Gilles, de nous mettre une loi de programmation ou un cap de transformation à 5 ans puis à 10 ans, en évaluant au fur et à mesure. Mais si on n'a pas quelqu'un qui, aujourd'hui, dans la situation aussi tendue que laquelle que nous sommes, on voit bien les grèves, etc., eh bien, si on n'a pas quelqu'un qui nous dise « ça suffit, il faut que maintenant nous réfléchissions à trouver les bonnes solutions », en associant ce que vous disiez aussi, les jeunes qui sont en formation, parce qu'on ne les forme pas, surtout ça, me semble-t-il, mais on n'y arrivera pas. On continuera à mettre des rustines et à faire que des mécontents. Tout doit venir du président, du Premier ministre ou du ministre de la Santé? Alors, je pense qu'il y a un problème de méthode et de la place de chacun. L'État doit être le stratège en matière de santé. C'est-à-dire que c'est lui... Donc c'est lui qui doit faire ce plan. Oui. Attendez. Attendez, j'ai pas fini. Qui doit, lui, fixer le cap pour un temps qui soit relativement long. Voilà. Et le dialogue du PLFSS doit être un dialogue d'application technique, annuel ou pluriannuel, mais en tout cas, on doit avoir une stratégie. Oui. Et la stratégie, c'est l'État qui doit le faire. Ça, généralement, ils sont bons pour ça, pour dire dans 25 ans, il faudrait que... Sauf qu'aujourd'hui, on n'a même pas la stratégie de santé qui est sortie depuis 2 ans. On n'a pas de stratégie nationale de santé. Donc, on a quand même un problème. Mais pourquoi? Parce qu'on a un pouvoir politique... Et c'est pas la peine de tourner autour du pot, qui s'est complètement délité parce que dissolution, renversement des gouvernements successifs, etc., etc. Donc, on n'a plus de pouvoir politique clairement identifié. Mais avant, c'était à peu près pareil. Parce que la stratégie nationale de santé, elle doit reposer sur un certain nombre de propositions, d'analyses et de constats. Le constat, tout le monde est d'accord. On vient de le faire. Les patients, les professionnels de santé, quels qu'ils soient, l'hôpital, la ville, tout le monde est d'accord pour le constat. Toujours. Bien. À partir de là, il faut arriver à élaborer des propositions. Et moi, je plaide pour que nous puissions avoir une prise en compte par les professionnels de santé avec les patients dans les territoires de propositions qui soient élaborées par le système de santé dans sa globalité. Après, on discutera de son financement, etc. Et ensuite, l'État doit fixer le cap. Il prend ou il prend pas, et comment, ça doit faire l'objet d'un débat public. La santé, c'est un bâton merdeux pour tous les politiques. Oui, tous les politiques. C'est pour ça qu'on en est là. Vous dites, il faudrait... Mais il y a qu'à, pourquoi vous ne faites pas? Vous, déjà, vous pouvez commencer à faire. Vous vouliez prendre la parole, Jean-François Bergmann. Vous avez une idée sur la lumière? On cherche des propositions, on a parlé de silos. Moi, je suis universitaire, donc je vais donner une vision d'universitaire. Les étudiants en pharmacie sont obligés d'aller faire un stage à l'hôpital. Pourquoi est-ce que les étudiants en médecine ne vont pas faire un stage en pharmacie? Les futurs médecins, ils vont tous à l'hôpital. Pourquoi le stage d'externe en médecine libérale ne marche pas? Pour plein de raisons. Pourquoi est-ce que on n'a pas, dans l'enseignement de nos professions médicales, plus de temps passé à écouter des patients experts? Autrement dit, il suffirait décision, alors politique, je ne sais pas qui doit la prendre, que là, on a quatre types d'exercices, enfin, si on considère que les patients est un exercice, eh bien, mélangeons-nous, et à ce moment-là, on va s'apercevoir, si je passe plus de temps, moi, hospitalier, dans un cabinet libéral, si je passe plus de temps en pharmacie, et si le pharmacien passe plus de temps chez le médecin, il comprendra. Et tout ça, c'est une question de formation. Tant que la France ne fera pas une formation continue
continue, obligatoire et recertifiante, elle acceptera que les gens restent dans leur petite précaré. Vous pouvez renforcer l'hôpital universitaire par l'officinal. Premièrement, le ministère de la Santé n'est pas à sa place. C'est un ministère qui est trop bas dans la hiérarchie des ministères. Il est coincé entre Bercy et maintenant on essaie de le coincer avec le ministère de l'Intérieur puisqu'on veut mettre les préfets à la place des ARS. Donc avec ça, on ne va pas avancer. Deuxièmement, je partage ce que vient de dire Jean-Philippe Bergmann, c'est que la formation, elle est indispensable. Moi, je trouve que les études de médecine sont trop longues, parce qu'il faut faire... Les métiers n'arrêtent pas de changer très très vite avec des nouvelles technologies, et il faut renforcer la formation continue. Et quand on enseigne à la fac de médecine, à la fac de pharma ou chez les infirmières, on doit enseigner la coordination des soins, on doit enseigner le parcours de soins. Aujourd'hui, on ne l'enseigne pas. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, c'est la longueur des études de médecine et tout ça, c'est quand même les hôpitaux universitaires qui en sont responsables. Oui, peut-être et on les rallonge. En tout cas, il faut y réfléchir. En tout cas, non, mais je sais pas. Non, mais c'est quand même. J'ai eu toujours à ce micro des patrons me disant attendez, on passe pas assez de temps à faire ceci, cela. Moi, j'ai proposé de supprimer l'enseignement de l'anatomie en début des études de médecine. On m'en parle encore. C'était il y a 30 ans. Ben oui, je sais, mais j'aurais été d'accord à l'époque. Oui. Et le dernier point, c'est que si on veut avoir une stratégie nationale de santé qui fonctionne, ça veut dire qu'il faut qu'on donne la possibilité aux professionnels de terrain, aux patients, de s'exprimer et de la co-construire avec le politique, sinon on n'y arrivera pas. Jean-Raymond, on a peut-être une occasion aujourd'hui pour un peu forcer et de concrétiser nos réflexions. Il faut associer aussi les élus locaux. Je trouve que dans notre conception de l'organisation sur le territoire, le partage de compétences, les élus locaux ont un rôle essentiel à jouer. Ils ne fassent pas n'importe quoi, ils ne construisent pas des murs, et puis après... mais ils pourraient, ce que vous dites, ils pourraient peut-être faciliter la possibilité d'avoir tout ce qui est administratif, tout ce qui est organisationnel, et que les professionnels de santé n'aient que véritablement à se consacrer qu'à leur expertise médicale. Tout ce qui est secrétariat, gestion effectivement du matériel, etc., ça pourrait être une part des collectivités territoriales pour pouvoir mener cette affaire. C'est intéressant ce que vous dites, mais il y a deux questions. La première, comment on sort du yaka faucon? Parce que on écoute, celui qui écoute, il entend des yaka faucons là en ce moment. Hein. Ah oui, malheureusement. Les rois du yaka faucon. Même si... Est-ce que les municipales, ce ne serait pas le moment pour que le débat soit lancé? Ben écoutez, je connais une structure qui s'appelle France Asso Santé, qui va sortir un manifeste en 20 points, et qui va proposer à l'ensemble des collectivités territoriales et des maires tout un programme sur faut bien expliquer leur responsabilité dans la prévention et dans Vous êtes le président des associations de patients, parce que sous votre air facon et votre sourire, on oublie que vous êtes quelqu'un d'extrêmement patient. Mais est-ce qu'ils ont peur de vous, les politiques? Ils devraient avoir peur de vous. Bon, je ne sais pas, je demanderai ce soir à Madame la Ministre qui vous l'avez m'accorde un rendez-vous ce soir. Eh ben, vous lui demanderez si elle a peur de moi. Vous lui demanderez pourquoi elle ne vient pas de cette émission. Vous lui demanderez de ma part. Hein, elle est en campagne. Elle est en campagne, peut-être que dans 8 jours, non, mais c'est juste pour vous dire que si on ne va pas exposer les bonnes solutions, là, il faut les exposer. Non. C'est pas un problème de TF1 20h. Les politiques, aujourd'hui, n'ont pas forcément peur de nous. Vous voyez bien, quand même, de toute façon. Mais ils ont tort. Nous, chaque année... Oui, ils ont tort, parce que ça crée de la crispation. Et puis, on le voit bien aujourd'hui, le désenchantement que peuvent avoir l'ensemble de nos concitoyens, et notamment sur le système de santé, et qui les font parfois peut-être avoir des votes qui peuvent être discutables. Donc, ils ont tort de ne pas avoir peur de nous. Mais encore une fois de plus, je lis avec beaucoup d'attention les motifs de la grève des médecins et particulièrement des libéraux. Laissez-nous tranquilles, vous mettez trop la pression. Nous, c'est chaque année dans le PLFSS que l'on nous met la pression, qu'on nous juge pour être irresponsable, pour ne pas respecter les rendez-vous, on nous fait des taxes lapins, on nous met des franchises. Et nous, on ne fait pas grève, nous, on continue à demander à être soignés. Donc, bon, voilà, ça, c'était mon petit morceau de... Jean-François Bergmann. Ça nous arrangerait, nous. Jean-François Bergmann. Ça, c'est mon petit morceau. Mais je pense que
Peur, c'est pas la question d'avoir peur. Aujourd'hui, je trouve que c'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre le problème. On est relativement sages, nous 4, nous 5, pour pouvoir nous dire que maintenant, il faut véritablement qu'on se mette au travail, qu'on cherche des solutions qui aillent pour tout le monde. Il faut sauver ce système. Il y a un élément, mais je pense on sera tous d'accord là-dessus. Il y a un élément dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, c'est le problème de la confiance. Et la crise, en particulier le désenchantement des professionnels de santé dont on parlait, en particulier après le Covid, parce qu'il n'y a pas que les médecins qui aujourd'hui, vous disiez Jean-François tout à l'heure, qui avait une perte de sens de la part des médecins, on retrouve ça dans les autres métiers de la santé. Cette crise de désenchantement vis-à-vis de notre milieu, cette espèce de perte de sens vis-à-vis de l'engagement, parce que c'est un engagement d'être soignant aujourd'hui. Avant on parlait de vocation, aujourd'hui moi je dirais que c'est un engagement fort. Cette perte de sens dans la profession, elle vient beaucoup d'une perte de confiance. Parce que le pouvoir politique a fait, défait, refait des réformes, on n'y comprend plus rien, on deal, pour les médecins par exemple, on deal des tarifs conventionnels qui doivent s'appliquer à telle date, et finalement, ils ne s'appliquent pas. Vous voyez le genre d'irritants qui font qu'aujourd'hui, il y a une perte de confiance un peu généralisée. Une perte de confiance des patients qui sont inquiets vis-à-vis de l'évolution du système de santé. Il y a une perte de confiance des soignants vis-à-vis de ceux qui décident, parce que ceux qui décident aujourd'hui, effectivement, dans l'incertitude politique, ont encore accru cette perte de confiance. Et puis l'ensemble des règles, des rigidités font que l'ensemble des acteurs se replient sur un hypercorporatisme et perdent le sens de l'intérêt collectif. Et je crois que ça, c'est majeur dans la crise actuelle. Et je pense que pour ça, il faut qu'on arrive justement à ce que les politiques fassent confiance et que tous ensemble, on arrive à dialoguer et à co-construire. Jean-François Bergmann, dans notre carrière, qui commence à être longue, on a vu arriver le patient au centre du système. Ça n'a pas été le cas pendant très très longtemps dans nos études. Et ça, les associations de patients, elles sont arrivées quand vraiment dans la vie des médecins, il n'y a pas très très longtemps. C'est récent. La loi du 4 mars 2002. Hein. C'est le SIDA. Et ça ne nous choquait pas. Oui. Ça ne nous choquait pas, cette façon que le médecin... Il faut revoir Knock, il faut revoir la médecine d'il y a quelques décennies où il y avait le pouvoir médical et puis tout le monde devait... à commencer par l'infirmière, le pharmacien, l'anesthésiste. Et vous croyez que c'est plus toujours ça ? Je crois que c'est beaucoup moins ça, heureusement. Mais si je rebondis sur cette confiance nécessaire dont parlait Jean-Paul, derrière ça, il y a cette espèce de mal vécu du contrôle, et on entend toujours cette impression qu'on est contrôlé. Déjà, on n'aime pas être contrôlé, ce qui est à mon avis une erreur, parce que je pense que le contrôle, c'est la preuve d'une implication dans un système. Mais on trouve qu'on est mal contrôlé, c'est-à-dire qu'on est contrôlé sur des points administratifs faciles à contrôler, mais on n'est pas contrôlé sur la satisfaction, les résultats, le patient, encore une fois, l'envie, le plaisir. Et tout ça, c'est une question d'éducation. On a parlé d'éducation tout à l'heure. On acceptera bien un contrôle si on a l'impression qu'on a été bien formé et qu'on est compétent, bien dans sa peau, et à ce moment-là, le contrôle, s'il est bien fait, il est simplement l'aboutissement de cette formation. Alors, je vous avoue quelque chose, j'avais prévu qu'il y ait un grand industriel du médicament, représentant du LEM, qui soit avec vous, messieurs. Non seulement ils ne sont pas là, mais j'ai pas eu de réponse. C'est de dire à quel point le dialogue les intéresse. C'est vrai que le LEM en ce moment a des soucis. Il est pas bien. Oui, enfin bon, les affaires s'arrêtent pas. Hein. Donc, est-ce que, en fait, rétrospectivement, est-ce que vous qui êtes un spécialiste du médicament, il aurait eu sa place dans cette discussion ? Un des sujets qui nous taraude tous, c'est les pénuries, les problèmes d'impossibilité d'avoir les médicaments. Pour ça, moi, je pense que c'est pas la peine d'en discuter pendant 3 heures. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui arrive à me démontrer que ça serait pas résolu simplement si on obligeait les laboratoires à avoir des stocks. Ouais. S'ils avaient 6 mois de stock,
Ça serait terminé. Ils veulent pas avoir 6 mois de stock parce que c'est de l'argent qui dort. Et ça, c'est pas une réponse d'un professionnel de santé. On fait des stocks, et puis avec des stocks, on peut gérer les fluctuations épidémiologiques. Et puis un point, c'est tout. Dommage. On arrête de baratiner. C'est sur dommage cette histoire qu'on n'ait de pas pénurie. quelqu'un pour défendre ça, parce qu'apparemment tout le monde est d'accord autour de cette table. Ça fait depuis Xavier Bertrand. Depuis Xavier Bertrand qu'on a commencé à avoir des problèmes de rupture et qu'on a commencé à alerter. Personne ne veut la transparence dans le circuit du médicament, entre le fabricant, le grossiste répartiteur et les pharmaciens. Personne ne veut la transparence. Quand il n'y a pas de transparence, il n'y a pas la possibilité de détecter où est l'incident et pourquoi il y a un incident. Ça peut être un incident de fabrication, ça peut être un incident de mauvaise gestion au moment d'une crise l'hiver où on a besoin d'antibiotiques de façon plus importante, etc. Donc il y a la fabrication, il y a l'indépendance de l'Europe, parce que là, on est en danger. Il y a effectivement le flux tendu, ce que tu expliquais, en disant qu'on fait des économies, moins de stocks, moins de hangars, moins de risques, de trucs, etc. Sauf qu'on n'est pas en train de vendre des bagnoles, on est en train d'être sur des médicaments avec la continuité. 4 mois de stock. Voilà. Ouais. Dans le décret, ils sont revenus en arrière. Alors, un petit peu d'optimisme, Donc, la c'est-à-dire puissance qu'on a réussi à imposer ce qu'on appelle le dossier pharmaceutique rupture. C'est-à-dire qu'on oblige toute la chaîne du médicament à avoir une déclaration sur, pour l'instant, certains médicaments, de la situation, pour avoir de la lisibilité. Et c'est l'agence du médicament, la NSM, qui s'occupe de ça. On sait très bien que les problèmes de matières premières ne participent que pour moins de 10% des problèmes de pénurie. Parlez-en à votre poissonnier, à votre fleuriste, qui sait gérer ses stocks pour... parce que le poisson, ça tient pas 3 jours, hein, alors que le médicament, ça tient 6 mois, 2 ans. Donc gérer des stocks sur 6 mois, et ben de donner ça à un fleuriste ou à un poissonnier, il y arrivera mieux que nous. J'allais vous dire, vous avez des solutions là très efficaces tout de suite sur le médicament. Il n'y a pas le représentant du médicament pour se défendre, donc bien pour ça. Il y aura le grand dialogue du médicament. Vous en faites pas, il y aura des émissions où on pourra voir comment les gens se confrontent à ces idées. Je vais vous dire une chose, la discussion est encore plus passionnante que je ne pensais. Je pense que maintenant, il faut quand même qu'on donne quelques messages, parce que sinon, ils vont dire... D'ailleurs, quand j'ai regardé la première image du plateau, je me suis dit, waouh, ils sont tous âgés autour de cette table. À commencer par moi. Alors, moi j'ai une réponse. Je vais dire à ceux qui veulent répondre à ça. Moi j'ai une réponse. Je déteste qu'on brûle les bibliothèques. Et mettre des gens à partir de 65 ans sur le côté, c'est brûler une bibliothèque. C'est mon opinion. Maintenant, allez, qui veut répondre à cette... Moi, je veux bien répondre, Oui. parce que pour avoir exercé des fonctions de responsable syndical, on peut avoir une vision qu'on essaie d'apporter à la profession que l'on représente, et j'ai toujours considéré que le président d'un syndicat professionnel devait avoir une vision sur l'avenir, sur le métier de demain, et je pense que c'est intéressant, mais... on est obligé, parce qu'on est élu, et c'est le propre de la démocratie, on est obligé de ne pas courir trop loin devant, loin de ses troupes, et d'être déconnecté de ses troupes. C'est-à-dire qu'on est tenu par ses mandants. Ce qui veut dire qu'effectivement, et on le voit bien aujourd'hui, l'ensemble des responsables qui sont aux manettes, ils ont certes des propositions, des problématiques, ils peuvent avoir des visions, mais ils sont tenus par un certain corporatisme et la crise de chacun de nos métiers. Donc je trouve que l'intérêt d'individus comme nous, c'est qu'on a du recul et on a une parole beaucoup plus libre. Et les évolutions que l'on peut proposer, bien sûr qu'il faut les discuter avec les jeunes générations. Mais ça ne pourra se faire que progressivement pour sortir de ces blocages et de ces corporatismes. Vous êtes donc à votre place. La liberté dont parle Antisse, disant maintenant il est libre. Vous avez toujours été libre, je vous ai toujours connu libre, Jean-François Bergmann. Ça vous a joué des tours, mais je pense qu'ici, là, on est trop vieux. C'est pas à nous d'être là. J'étais meilleur, je pense que j'étais meilleur il y a 20 ans. Bon, je vous rassure, il ne sera pas là la prochaine fois, il n'y a pas de problème. SPV d'une intelligence brillante. Et vous, qu'en pensez-vous ? Moi, je me méfie du jeunisme. Je me méfie de ça. Et Jean-Paul vient de le dire. C'est ce que disent tous les vieux, ça. Oui, non, mais je me méfie de ça parce que Jean-Paul vient de le dire. C'est-à-dire que quand on est en pleine activité, en responsabilité syndicale, on est dans le corporatisme. Et donc, on a une vision qui est limitée à la fois par ses troupes,
par la prise de risque par rapport aux autres syndicats qui font du populisme et par rapport à l'information et à la mutation de métier qu'il faut porter en responsabilité. Nous, c'est ce qu'on a fait. Vous justifiez les politiques, là, de rien faire. Oui, mais nous, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que mon syndicat a transformé le métier, j'ai pris des risques, ça a fonctionné, et maintenant, tout le monde se félicite de cette transformation du métier avec le truc le plus difficile, c'est faire évoluer le mode de rémunération. Parce que quand vous touchez à ça, au portefeuille, il faut passer du temps à expliquer et à rassurer, et en général, vous prenez plus de coups que de félicitations. Donc, moi, je crois qu'il faut avoir une vision globale, ça nous permet, nous, d'avoir une vision quand même globale du système de santé et de savoir ce qui n'a pas fonctionné pour diverses raisons. Mais c'est vrai qu'il faut, à un moment, avoir une discussion avec l'ensemble des acteurs. Et Gérard Raymond, qui n'est pas le plus jeune autour de cette table. Pour nous, association dite de patients ou d'usagers de la santé, on vit un quart de siècle fabuleux, puisqu'il y a quand même 25 ans, vous l'avez dit, on n'existait pas. On n'avait même pas des droits. Il a fallu une loi des droits des patients, donc on n'existait pas. Donc on vit un moment fabuleux. On est à peu près partout. Enfin, quand on nous invite, parfois on tape un peu à la porte. Donc on a l'impression qu'on devient des véritables acteurs du système de santé. Donc nous avons partagé et vécu cette évolution. Et il nous reste, à nous aussi, c'est aussi de notre part de responsabilité, comment nous entraînons les personnes plus jeunes à prendre la relève et à eux aussi être dans cette posture de dialogue, certes parfois de contestation, chacun doit défendre un petit peu ce qu'il doit, mais aussi d'ouverture et de dialogue, de consensus, pour gagner cette confiance. Je pense que c'est important, et en interne dans nos propres structures, et en externe, aujourd'hui, face à ce système de santé qui ne répond plus à nos besoins et à nos demandes, c'est comment on peut trouver une certaine confiance pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Je rappellerai que pour moi, ce qui est important, c'est pas d'être libre et de faire ce que l'on veut, mais c'est de garder les valeurs qui ont fondé notre système de protection sociale, la solidarité intergénérationnelle, l'assurance maladie, la sécurité sociale. Je trouve que ces valeurs-là sont quand même importantes et comment on peut rebâtir un fonctionnement, un financement. Il fallait bien un gaulliste pour faire une conclusion sur justement ce jeunisme, puisque De Gaulle revient très à la mode. Donc j'ai bien compris qu'à part Jean-François Berman, vous vous trouvez tous très bien à votre place. Il y a une deuxième chose que j'aimerais souligner qui me choque dans cette assemblée-là, il n'y a pas de femmes. Oui. Personnellement, je vous l'ai dit en entrant, la parité, elle n'est pas tout à fait respectée. C'est dommage parce qu'en plus, les professions de santé deviennent féminines. C'est aussi un problème qu'il faut prendre en compte, et je trouve que c'est très bien, parce que il y a quelque temps, j'ai vu un bon médecin, un brave médecin généraliste qui avait un t-shirt RTT, qui voulait prendre ses RTT. Je trouve que c'est intéressant. Oui, voilà, ça fait partie aussi des conditions aujourd'hui du travail du médecin généraliste. Oui, mais on n'est pas encore seul sur le problème de la femme, là. Donc, mais les femmes aussi ont leur part totale dans la négociation et dans leur vision. Alors, chez les libéraux, c'est maintenant... Alors, il faut quand même reconnaître qu'il y a des évolutions à la fois structurelles des métiers, puisque le métier médical s'est féminisé de plus en plus. Et aujourd'hui, il y a un tout petit peu plus de femmes médecins que d'hommes médecins. La représentation professionnelle au niveau des médecins, elle est en train de bouger. Le Conseil de l'Ordre a mis en place des règles de parité. Au niveau des syndicats, chacun fait des efforts dans ce sens-là, mais c'est vrai que c'est un peu plus lent. Mais je suis persuadé que ça va évoluer. Et on a des présidentes de syndicats nationaux, ce qu'on n'avait pas avant. Donc on voit bien que tout ça est en train d'évoluer et je m'en félicite. Parce que je pense qu'effectivement, il va falloir intégrer ces nouvelles notions. Donc vous seriez d'accord pour des émissions comme les nôtres, on fasse une parité? Il faut absolument qu'on aille vers ça, oui. D'accord. Bon, on va conclure parce qu'on arrive à la fin. J'ai retenu une idée pour chacun de vous, pour faire une conclusion. On va en donner une autre, mais pour le médicament, on va commencer avec vous, Jean-François. Créer une cellule nationale d'alerte sur les pénuries pour associer pharmaciens, industriels et patients. Oui, enfin, augmenter les stocks, quoi.
Oui, votre conclusion, c'est 6 mois de stock, sinon 6 mois de stock, obligatoire. on n'a plus de problème. Obligatoire. Oui, bien sûr. Hein, ça, c'est pas une loi bien difficile à faire passer. C'est juste une question qu'il y en a du stock qui rapporte pas grand-chose. J'aimerais bien ne pas être celui du médicament. J'aimerais pouvoir aussi être celui des malades, des soignants, et dire, on a parlé de confiance, moi j'aimerais aussi revenir sur la notion de satisfaction, de plaisir dans son métier. Et ça ne passe que par de l'éducation, de la communication. Il faut qu'on soit heureux d'aller bosser. D'accord. Simplifier le parcours pour les maladies chroniques, en référant une porte d'entrée claire. Oui, je crois que c'est indispensable, et ces parcours de maladies chroniques, et je crois que l'exemple de cette émission, il est intéressant, ça doit se construire avec les patients atteints de ces maladies, de façon à ce que les parcours soient clairement identifiés pour tout le monde, chacun à sa place, et ce qui est fondamental à ce moment-là, c'est la coordination. Associer systématiquement les associations de patients à toutes les grandes décisions de santé, ça maintenant c'est une évidence. Ah ben c'est même pas à peine de le dire. Oui, voilà. Est-ce que dans les faits, c'est ce qui se passe? Dans les faits, parfois, on nous oublie un peu, mais bon, on essaie de faire un peu de bruit. Il y a toujours, mais ce qui m'importe, pour reprendre ce que dit Jean-Paul, c'est bien cette nécessité d'avoir une vision collective, mais personnalisée. Chacun d'entre nous avons notre propre vision, notre propre culture, nos peurs, etc. Et lorsque nous sommes malades, eh bien, on a besoin d'avoir autour de nous une équipe qui nous aide à mieux comprendre notre maladie, à retrouver notre capacité de pouvoir faire un peu de résilience et de repartir. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pas que du soin, c'est pas que du médicament. Et je pense que attachons-nous à trouver des solutions territoriales sur ces accompagnements-là, parce que vous avez entendu un peu dans un think tank la vision que pouvait apporter, notamment sur une maladie qui est bien connue et que je connais relativement un peu, c'est comment on fait de l'accompagnement. On ne fait plus du soin, du diabète, on fait de l'accompagnement. Et ça, c'est important. Un mot du pharmacien pour conclure, une idée, force. Une idée force, c'est qu'il faut avoir un ministère de la Santé beaucoup plus fort que ce qu'il est aujourd'hui dans la hiérarchie des ministères. Travailler et rentrer dans l'organisation des soins par une loi santé, pas par une loi financière, et travailler sur la réforme des études. La durée des études aujourd'hui est trop longue. Si on veut de l'attractivité des métiers, on ne rentre pas dans un tunnel de 12 ans pour être spécialiste. Je pense qu'il faut retravailler là-dessus. Cela dit, un ministère de la Santé fort, on l'a connu par certaines périodes de ces 30 dernières années. Hein. Pas vraiment. Ah, vraiment? Pas vraiment, non. C'est toujours Bercy qui gagne des arbitrages. Ah, oui, toujours. Les 30 dernières années, oui. Bon, mes chers amis qui sont les invités permanents, on a prouvé qu'on pouvait se parler déjà entre nous. Une petite conclusion très courte de chacun de vous deux. Moi, je pense que la période est passionnante. On est dans une révolution culturelle, place du patient, évolution des métiers. Et pour gagner cette révolution culturelle, il faut que tous ensemble, on puisse dialoguer, se respecter, s'écouter et co-construire. On se retrouve très vite, nous, pour une émission sur la grève des médecins. Il y a beaucoup de choses à dire. Jean-François Bergmann. Entièrement d'accord. Travaillons ensemble. Soyons heureux. Puis si tu trouves que je devrais partir, je partirai, mais j'espère pouvoir revenir la prochaine fois. Non, il ne partira pas, puisque je vous annonce l'émission prochaine qui est sur la douleur, parce qu'on va parler des grandes pathologies, où bien évidemment Jean-François Bergmann sera là pour nous expliquer comment moins souffrir. Écoutez, ce soir, on a ouvert la porte, on a eu beaucoup d'idées. Maintenant, c'est à vous de décider de venir dans cette émission, aux patients de participer, aux soignants de ne plus se taire, parce que la santé, ce n'est pas un champ de bataille, c'est un bien commun. Alors pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on a, je vous le rappelle, 3 sites qui marchent de façon extraordinaire. Pourquoi Docteur pour les patients, Fréquence Médicale pour les professionnels, pour les médecins, et Fréquence Officine pour les pharmaciens, plus la chaîne YouTube Fréquence Médicale sur laquelle vous regardez cette émission. Faites-moi confiance, c'est une force de frappe qui est plutôt très très écoutée. Les grands dialogues de la santé, comprendre, relier, transformer, c'est notre but. À très vite et en attendant, portez-vous bien.